J'ai vu une dizaine de films en ce mois de juillet, je vais t'en parler de 3 spécialement, de gros blockbusters, un film un peu moins populaire. C'est parti pour Critique en vrac. Ah bah vous voilà, je vous attendais. Chut, ça va commencer. Premier film, Mission Impossible 7, Dead Reckoning. Et la première chose que je peux dire, c'est que je suis heureux de retrouver Tom Cruise, notre espion préféré. J'ai passé un bon moment devant ce Mission Impossible 7. Étant loin de moi mes visionnages de Mission Impossible 5 et de Mission Impossible Fallout, j'avais pas forcément d'attente en allant au cinéma. Et c'est vrai que sans attendre quelque chose dans la lignée des 2 films précédents, c'est un bon moment de divertissement. Même si je pense que dans la comparaison avec ses frères, Mission Impossible 7 est légèrement en dessous. On a des scènes d'espionnage et d'action qui sont vraiment sympas, je pense notamment à la scène dans l'aéroport où on comprend tous les enjeux, tous les cheminements, de qui poursuit qui, pour quel objectif, pour quelle motivation. Parce que c'est vrai que dans ce genre de film, dans ce genre de scène, on peut vite se perdre et ne plus savoir qui appartient à quel camp. Et pourtant le film rend ça très simple et ça aide encore une fois à cette idée de divertissement. On a une scène de combat dans les ruelles de Venise que moi j'ai trouvé assez bluffante et assez créative au niveau de sa réalisation. Tu te demandes comment ils ont dû galérer à tourner cette scène là. Il y a vraiment des idées d'action, des idées de cascade, des idées de combat qui sont vraiment intéressantes tout au long du film. Mais c'est vrai que si on fait l'effort de comparer avec les 2 précédents comme je le disais tout à l'heure, on voit que ce Mission Impossible 7 commence à manquer d'idées originales et que ce film possède quelques lacunes. Et puis autre point, et malheureusement pour nous, ça se voit clairement que Tom Cruise est en train de vieillir. Mission Impossible 7 souffre malgré tout de beaucoup de défauts au niveau de son écriture. Même si pour moi j'ai bien aimé que ce Mission Impossible là continue à suivre un petit peu cette ambiance vintage, notamment au niveau de la menace, qui est une intelligence artificielle mais qui a une esthétique un peu ancienne. Une esthétique ancienne mais qui se met quand même au goût du jour, au goût de ses personnages, que moi j'ai trouvé très peu passionnant. Et c'est bien ça le problème. On s'attache pas à grand monde et c'est vrai qu'il y a très peu de place pour l'émotion dans ce film et le fait de s'attacher justement à ses protagonistes. Les personnages ont du mal à proposer quelque chose tant c'est bouffé par le reste, par l'action, par la technique, par les cascades de Tom Cruise notamment. La preuve avec ces 3 gros personnages féminins qui quand on regarde n'ont pas grande différence entre elles. Elles ont quasiment la même intrigue et je trouve ça assez dommage. Et notamment pour la représentation de la femme au cinéma. Leur traitement devient donc inintéressant et c'est pas les seuls personnages auxquels je me suis pas intéressé. En conclusion, Mission Impossible 7, c'est bien, mais c'est clairement pas incroyable. On passe au 2e film, et cette fois on se dirige du côté de la France. Oui, baguette. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Virginie Efira est encore une fois sublime dans ce film. L'amour et les fourrés, ça raconte l'histoire d'une famille, d'un couple qui va se fissurer au fur et à mesure que le mari devient menaçant, manipulateur avec sa conjointe. J'ai adoré par exemple que Virginie Efira joue le rôle principal ainsi que celui de sa sœur jumelle. Je trouve qu'elle joue très bien les nuances entre les 2 personnages et ça prouve encore une fois son vrai talent d'actrice. Je me suis vraiment senti investi et impliqué avec ces personnages. J'étais dans l'histoire, j'ai vraiment senti une tonne d'émotions au fil de l'évolution de cette situation, au fil de l'évolution du récit. J'ai été en colère, triste, joyeux, gêné, etc. Je trouve que le crescendo dans ce film est très bien maîtrisé, notamment grâce à la narration avec des scènes plus posées, où on se concentre sur les dialogues et des scènes qui enchaînent les événements avec des parties musicales notamment. J'ai été bluffé par le travail de la lumière et sa signification propre à chaque scène. J'ai adoré par exemple cette scène au début où les 2 sœurs parlent respectivement à leur mère dans le même environnement mais avec une lumière différente et donc avec une signification différente apportée justement à l'image. Parce que ce qui est important dans cette scène, c'est pas plus les dialogues que la mise en scène. Et ça, c'est important dans le milieu du cinéma. Puis il y a une certaine ambiance, un certain grain, quelque chose qui me rappelle des vieux films français des années 70-80. Notamment grâce à Melvin Poupeau qui incarne parfaitement et à merveille cette figure d'homme menaçant. Et qui a aussi un côté un peu vintage qui m'a fait penser à ces vieux acteurs, notamment à Jacques Brel quand il jouait dans des films au cinéma. Tout est dans le signifié, dans la subtilité, il y a parfois de simples mots, de simples phrases qui peuvent te glacer le sang tout simplement. Il y a aussi des jeux de reflets, des jeux de miroirs dans les fenêtres, etc. et que moi j'ai beaucoup adoré, que j'ai beaucoup aimé. Je viens de me remarquer que j'adore vraiment beaucoup de choses dans ce film. Bref, L'amour et les forêts, c'est vraiment un film que je vais vous conseiller et devant lequel j'ai pris une sacrée claque. On passe au dernier film, et pas des moindres.
humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Parlons de Barbie. Ce film nous raconte l'histoire de la poupée iconique qui vit dans un monde bien à elle, mais qui va se retrouver confrontée au monde réel lorsqu'elle va commencer à avoir des questions existentielles. Je vais m'attarder un petit peu plus sur cette troisième critique sur ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et des bonnes comme des mauvaises. Le premier gros point positif de ce film, c'est son humour, qui fonctionne vraiment bien. On a des personnages, un univers très absurde, et un film qui se prend pas au sérieux. On te donne à boire et à manger avec des personnages très caricaturaux, mais aussi des blagues très méta. Je pense notamment à cette voix off qui fait notamment une réflexion sur la beauté de Margot Robbie même quand elle pleure. Et puis dans ce côté humoristique, on a des scènes musicales qui fonctionnent très bien et qui sont beaucoup dans la thématique de ce film. Une musique qui sert justement dans des moments clés, comme par exemple la remise en question de Ken. Même si je peux reprocher un petit peu à ce film un côté un peu trop pop, et qu'on a l'impression de se balader à travers la playlist Spotify de la réalisatrice. Du côté des acteurs, ils sont tous corrects, ils font le taf, je trouve que Margot Robbie le fait très bien, mais celui qui vole la vedette, c'est Ryan Gosling, avec un jeu comique que j'ai adoré. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Ken, qu'il soit juste débile, que ce soit dans sa quête également, ou dans sa façon d'être, et ça marche très bien. La réalisation est aussi sympa à quelques moments. On a des citations au cinéma piochées un peu partout dans toutes les époques, on a notamment des citations à Kubrick, à Wes Anderson et plein d'autres. Même si j'avais un peu plus l'impression d'assister à un cahier des charges de la réalisatrice. L'adaptation de l'univers de Barbie est sympa, j'ai trouvé l'univers assez créatif, il y a des idées créatives et ça fait vraiment plaisir. Mais la mise en scène, je la trouve assez lisse. Je trouve qu'elle n'a pas su correctement se servir de ces citations pour sublimer son film et sublimer son récit. Le récit, parlons-en d'ailleurs. Un scénario plutôt banal, caché derrière ces personnages et surtout ce message du féminisme que je trouve à certains moments très bien foutu, mais à d'autres moments un peu trop lourd et un peu trop premier degré pour un film de second degré et qui se prend pas au sérieux comme on en parlait tout à l'heure. Et le gros point noir de ce film pour moi, c'est son message pro-capitaliste. On peut dire ce qu'on veut, ce film Barbie c'est juste un prétexte pour vendre beaucoup plus de jouets. Il n'y a qu'à voir le nombre de logos Mattel qui apparaissent dans ce film. C'est devenu vraiment à la mode à Hollywood qu'une marque se moque de son propre capitalisme pour faire beaucoup plus de capitalisme et d'argent derrière. Et moi, ça a le don de m'énerver. La dernière œuvre que j'ai vue et qui faisait ça, c'était Black Mirror. Et elle est sortie le mois dernier. Voilà. Pour finir, j'ai aimé Barbie, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus l'ovni que j'attendais. C'est un film avec quelques idées créatives, mais qui n'ira sans doute pas dans mon top de mes films préférés de cette année. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que mes 3 critiques t'auront plu. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, ou n'hésite pas à aller voir cette autre vidéo, je critique 3 autres films de cette année, de ce début d'année. On se retrouve la prochaine fois, salut!